votre présentation. D'accord, merci. On va donc parler au cours de cette session de la carrière universitaire, de la carrière hospitalière publique, hein. Puis quel établissement choisir, un territoire, par Madame Matonnet, qui est là, je ne sais pas. Je l'ai pas vu. Non, elle n'est pas là, ou pas encore. Ok, donc on va commencer par la carrière universitaire. J'aimerais bien que, peut-être qu'ils sont dehors, mais qu'ils puissent arriver, nos jeunes collègues. Non, ils sont pas dehors. Ils sont partis travailler. Ouais. Bien, donc on va vous parler des carrières universitaires. Alors, carrière universitaire, on connaît les professeurs des universités, les MCU. Alors, c'est des carrières qui font partie de la fonction publique. Donc, on est des fonctionnaires, donc médecins, odontologistes, pharmaciens, scientifiques. Donc, on est fonctionnaire. On a un statut de professeur, c'est-à-dire que c'est l'enseignement, donc on est à la fois praticien et enseignant, et enseignement, c'est l'enseignement direct et l'enseignement également par la recherche. Donc finalement, il faut avoir la vocation de faire ce métier quand on veut postuler à un poste de professeur des universités. Alors on parlera aussi du parcours à réaliser pour se présenter au concours, parce que c'est un concours national républicain qui est organisé chaque année. Et donc on a le titre de professeur. Donc ça c'est pour les professeurs, et puis également les MCUPH, maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers, c'est aussi un corps d'enseignants-chercheurs, donc l'enseignement, la recherche et le soin, c'est la version PH, avec le même statut de fonctionnaire. Alors ce statut, il confère, il y a la mission, hein, professeur des universités, il confère une certaine sécurité de l'emploi. Après le statut et la fonction publique, il y a aussi certaines contraintes. On a des grilles de salaire qui sont indexées pour tous les fonctionnaires pareil. On a une comptabilité publique qui est assez contraignante. Voilà, il faut savoir qu'on a les avantages d'un métier qui est quand même très intéressant par rapport à l'enseignement et la recherche, et peut-être les inconvénients d'une structure administrative. Alors, si vous voulez postuler à une carrière universitaire, j'ai pris l'exemple du CNU d'urologie, parce que je suis urologue et j'ai fait partie également du CNU pendant quelques années. Alors, il y a de façon globale une certaine nécessité pour pouvoir s'inscrire au concours de PH, et pour l'urologie, donc on a fixé un certain nombre de quotas de publications, alors 3 dans des revues d'impact facteur supérieur à 2, 2 au minimum dans Progrès en urologie, qui est notre journal professionnel, avoir un master 2, ça c'est pour MCU, hein, avoir un master 2 de façon obligatoire. La mobilité pour MCU n'est pas obligatoire, mais si le MCU est une marche pour devenir PU, il faut, quand on fait son projet de carrière, bien sûr, prévoir la mobilité. Il vaut mieux le faire plus tôt que plus tard, parce qu'après on a des enfants, on a des emprunts bancaires sur sa maison, etc. Et c'est plus difficile. Pas encore l'HDR, et il faut avoir plus de 200 points SIGAP, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, pour être PU, la barre sur le plan des publications est plus importante. Donc c'est au moins 6, hein, parce que si on veut faire plus de 400 points SIGAP, il faut avoir fait beaucoup plus de 6 publications. Mais bon, c'est une façon de présenter les choses. Et quand on veut être PU, il faut avoir fait une mobilité. Donc le CNU d'urologie veut que la mobilité soit faite à l'étranger, notamment pour que nos jeunes PU parlent anglais correctement, parce qu'on s'aperçoit que c'est la langue universelle au niveau des congrès et toutes les réunions scientifiques.
Alors le CNU et la FUF, l'association des urologues en formation, avaient fait une enquête il y a peut-être 2 ans sur les carrières universitaires, et on s'aperçoit que finalement, souhaitez-vous choisir une carrière universitaire, ça intéresse quand même à peu près le tiers des jeunes urologues. Alors les raisons, c'est être directeur d'équipe. Donc directeur d'équipe, c'est quand même une pratique qui est tout à fait différente que la pratique que vous pourrez avoir si vous êtes tout seul en libéral, mais on n'est plus réellement tout seul en libéral. Un travail en équipe, ça aussi on l'a également au niveau du libéral. La recherche, 70% des jeunes collègues qui sont intéressés par la recherche. Le niveau de revenu, bon, on en parlera peut-être, mais c'est pas la motivation qui va vers la carrière universitaire. L'enseignement aussi, l'activité dans l'hôpital public, la notion de service public. Mais, enfin bon, je sais pas si on n'a pas cette même notion d'empathie vis-à-vis du médecin puis de service public quand on est en libéral. Je pense que c'est à peu près pareil comme état d'esprit. Et puis l'image du statut universitaire. Voilà. Attendez, je pense que là j'ai repris la même. Sinon, alors il y a certains qui avaient répondu non, parce qu'on ne leur a pas proposé. Et ça, je pense que c'est aussi du devoir des patrons des services universitaires de faire un planning très à l'avance, parce qu'il faut à peu près une dizaine d'années pour arriver à faire le parcours. C'est un parcours qui est quand même assez long et difficile, et donc il faut vraiment prendre très à l'avance les étudiants quand ils sont internes, si on veut, même au début de l'internat pour moi. Donc vous ne l'avez pas demandé, le revenu est insuffisant. Bon, il y en a qui fuient la carrière universitaire à cause des problèmes de revenus, on pourra peut-être en parler. Il est clair que nos patrons disaient on a des châteaux. Non, nos parents avaient des châteaux, on a des appartements et vous aurez des loyers. Bon, c'est un peu ce qu'on dit. Mais enfin bon, voilà, on va peut-être en parler à la communication suivante. Mauvaise image des seniors universitaires. Il est vrai que certains de nos collègues ont une mauvaise image, bien sûr pas moi, et là peut-être aussi, on va en parler, le CNU a un rôle très important, parce qu'il faut que le CNU encourage les jeunes à venir dans la carrière universitaire et non pas décourage. Et il y a peut-être une tendance dans certaines sections de CNU à ce que les membres essayent de ressembler à leur patron, qui était un petit peu plus tyrannique qu'on ne veut actuellement, et qui essayent d'imposer ça aux plus jeunes, et qui finalement n'ont plus le même esprit que ce que l'on pouvait avoir il y a 30 ans. Et je connais certains jeunes collègues qui ont été peut-être un peu dissuadés de la carrière, parce qu'ils ont eu des réflexions ou la barre mise un petit peu trop haut au niveau du CNU quand ils ont fait leur pré-audition. Et ça concerne de nombreuses branches de CNU. J'en ai discuté avec beaucoup de collègues. Le parcours est très contraignant. Il faut avouer que 400 points SIGAPS, c'est quand même beaucoup de publications, beaucoup de soirées passées à chercher à faire de la bibliographie, beaucoup de labos en plus. Donc c'est quand même des contraintes qui sont assez différentes à l'âge où le jeune chirurgien aime s'épanouir dans la chirurgie. Donc on le prive un petit peu de s'épanouir dans la chirurgie pour faire du travail scientifique qu'il peut éventuellement considérer comme moins intéressant. Mais si vous allez à l'étranger, vous verrez des chirurgiens qui sont des biochimistes, qui sont des anatomopathologistes aussi. Donc il faut pas penser que le chirurgien universitaire ne doit faire que de la chirurgie, il doit aussi être un scientifique de bon niveau. Certains ont abandonné le projet, peut-être 40% ont abandonné ce projet, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Alors, il faut relancer la dynamique du recrutement. On s'aperçoit actuellement, il suffit de lire les journaux, qu'il y a une crise à l'hôpital public.
Moi, je constate dans mon CHU que beaucoup de jeunes partent, des jeunes alors qui ont une petite trentaine d'années ou 32, 33 ans, qui vont être nommés PU l'année prochaine. Le poste tout est fait, tout est blindé, et ils partent quand même parce qu'ils ne peuvent plus supporter peut-être le stress, l'organisation, le poids de l'administration, et donc il y en a beaucoup qui partent. Il ne faut pas se voiler la face, même si il y a des efforts qui sont faits pour rendre les carrières plus attractives, pour certaines spécialités en termes de salaire, etc. Mais quand même, on a vraiment une fuite des jeunes PU, et puis aussi des vieux cinquantenaires, entre 50 et 60 qui partent, qui sont chefs de service, qui ont une grosse équipe et tout, et il y en a quelques-uns qui partent aussi. Donc on a vraiment actuellement une crise assez importante. Alors, dans notre spécialité, eh bien, on essaye justement de conforter ces jeunes pépites, et le CNU est présent lors de la journée de formation des jeunes urologues, favoriser les mobilités par un réseau, donc mobilité au niveau des internes, au niveau national. Aussi, favoriser la diffusion de ce que c'est qu'une carrière universitaire. Et puis, cette fameuse pré-audition au CNU, où le CNU a pour mission de recadrer l'impétrant pour peut-être l'orienter vers quelque chose qui est plus, pas rentable, mais enfin efficient au niveau de la spécialité, et puis plus cohérent par rapport au développement général de la spécialité. Alors, une demande quand on veut être PU, donc il faut d'abord que ce soit assez clair très tôt à l'avance. C'est au début de l'internat qu'on dépiste les jeunes qui ont envie de faire une carrière universitaire. Et là, on leur fait faire le master, on leur fait faire la mobilité, souvent à la fin de l'internat. Et puis, on les intègre dans l'équipe pour les publications, parce qu'il faut avoir un cursus de publication. Et c'est pas en deuxième année de chef qu'on va commencer à publier. On n'aura jamais les 400 points SIGAP. Donc c'est vraiment un travail d'équipe que de vouloir avoir un PU. Et donc là, ça favorise les grosses équipes, bien sûr, au détriment des plus petites équipes de petits CHU qui ont beaucoup moins le moyen de investir sur un étudiant, de le laisser partir 1 ou 2 jours par semaine éventuellement au labo. Donc on part à l'avance au niveau de l'internat, et puis une fois que le cursus a été plus ou moins respecté, le Master 2 obtenu, la thèse de sciences éventuellement, la mobilité est faite, on fait la demande de poste. Donc la demande de poste, elle est faite au niveau du doyen. Alors au niveau de chaque fac, il y a un prérequis qui correspond au prérequis national, mais parfois qui est un peu plus exigeant que le prérequis. Et je vois dans mon CHU, moi j'ai fait partie pendant à peu près 25 ans de toutes les commissions de sélection de PU, et bien on s'attache beaucoup, donc bien sûr aux diplômes, publications, activités, recherche, les services rendus à l'institution, et donc c'est souvent les gardes, ou la participation à la CME, participation à des groupes de travail transversal au niveau de l'université, au niveau de l'hôpital, les implications collectives. Et puis alors il y a quelque chose qui est un peu injuste finalement pour les candidats, c'est que il y a des besoins locaux. Alors, l'exemple typique, c'est des spécialités où il y a peu de PU. Je parle par exemple de l'obstétrique. L'obstétrique, il y a peu de PU, et donc on a besoin de PU d'obstétrique. Bon. Donc il se peut que l'institution favorise l'attribution d'un poste à l'obstétrique, alors que vous avez un orthopédiste, un urologue, ou même pas un chirurgien, un cardiologue qui est plus brillant, qui a un meilleur exposé de titre. Eh bien il sera peut-être moins bien classé sur la liste qui sera envoyée au ministère à Paris. Et alors ça, il y a un problème de gestion des spécialités au sein d'un CHU qui fait qu'il faut maintenir un certain équilibre, sinon on arrive, on s'emballe et on n'a que des neurologues ou que des trucs, qu'une spécialité particulièrement dynamique dans un CHU, ce qui est quand même pas souhaitable.
Donc il faut avoir 10 ans, bien sûr, de cheminement pour faire un universitaire. Ensuite, toutes les facultés ont une commission d'audition. Donc on auditionne tous les candidats de toutes les spécialités et puis on effectue un classement sur la base scientifique, sur la base de la pédagogie, sur la base d'une audition on fait à Lyon, on voit les qualités de communication d'un candidat. On tient compte aussi du ratio homme-femme dans les notes. Et puis après, on fait un classement. Alors, ça paraît un peu injuste, comme je vous disais. On a un classement de compétences et puis après, on a un classement de nécessité en fonction des besoins du CHU. Il faut manier la chèvre et le chou. Dans les gros CHU, c'est plus facile parce qu'on a plus de postes et on peut plus facilement garder en mémoire une nomination plus qu'une autre. Donc ensuite, la nomination se fait, donc le poste est demandé à Paris, au ministère, qui accorde ou pas le nombre de postes qui a été demandé sur la base des départs à la retraite, par exemple. Parfois, il y a des créations, mais c'est vraiment exceptionnel. Et donc, au journal officiel paraît les postes à pourvoir au niveau national. Et puis ensuite, le candidat doit remplir un dossier pour être candidat au poste de professeur des universités. Donc il va ensuite être auditionné par le CNU qui a lieu en général en avril. Il est reçu sur la liste nationale et puis ensuite il va choisir son CHU, éventuellement le CHU où il a été bien sûr où il a fait le début de sa carrière. En général, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'après, être parachuté dans un CHU qui ne vous attend pas, c'est quand même toujours plus difficile. Et la nomination a lieu en général au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que c'est que d'être PU dans un hôpital ? Tout va dépendre de la taille du CHU. Donc, je recadre ma spécialité. Être PU à Saint-Étienne, c'est différent d'être PU à Lyon dans un service où on fait beaucoup de transplantations. On va pouvoir avoir un profil complètement différent. Le PU à Saint-Étienne, il faut qu'il sache tout faire sur le plan hospitalier, qu'il ait toutes les compétences, alors que le PU dans un service hyper spécialisé, je vous cite Lyon, enfin à Paris ou dans les grands CHU, c'est pareil. On peut avoir un PU sur l'incontinence ou sur un aspect différent de la spécialité. Donc voilà, tout dépend de la taille du CHU. Ensuite, on peut arriver PU et on n'est pas chef de service. C'est souvent le cas. Il y a des équipes où il y a un seul PU et plusieurs chefs de clinique ou PH, et auquel cas le PU devient chef de service, mais bien souvent le PU est non chef de service. Ce qui peut poser un problème de hiérarchie vis-à-vis des praticiens hospitaliers qui parfois sont plus âgés que le jeune PU qui est nommé. Et il faut justement, alors là c'est aussi les qualités du chef de service que j'essayerai de vous énumérer tout à l'heure, il faut qu'il y ait une équipe, qu'il n'y ait pas une hiérarchie, sinon les équipes peuvent exploser. Donc la fonction universitaire, c'est une fonction d'enseignement et de recherche. Ce qui est important, c'est que le jeune PU ne fasse pas trop tôt des missions d'intérêt général, le président de CME, choses comme ça, parce qu'il va se griller de toute son énergie. Il va dépenser son énergie à une tâche administrative alors qu'on a besoin de lui pour faire des publications, pour faire de l'enseignement. Parfois, il va être chef de service avec les 4 fonctions, c'est pas 3, mais c'est 4 fonctions, et notamment une fonction de chef d'équipe et d'animateur. Une diapositive, pour être un bon chef d'équipe, il n'y a pas de recette particulière, mais il faut avoir un projet. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où est-ce qu'il veut aller, donc il faut avoir un projet, un objectif. Il faut le partager avec son équipe. Et ça, c'est vraiment très important que tout le monde participe, que tout le monde ait sa responsabilité. Il faut être organisé pour les publications, pour la clinique. Il faut déléguer. Un tel est responsable de tel secteur dans le service. Et moi, patron, si j'ai un malade qui relève de son secteur, je lui envoie. Et comme ça, le praticien, il a
c'est pas son précaré, mais il a vraiment un secteur de super compétences et il sera il aura l'impression d'avoir une responsabilité autant que son chef de service. Donc ça demande de l'humilité, mais il faut le faire pour que ça marche. Bien communiquer, alors fixer des heures de rendez-vous dans la journée. Si on ne se communique pas, on peut avoir des gens de l'équipe qu'on ne voit pas pendant 15 jours, 3 semaines, ça arrive. Il faut remercier les gens qui travaillent avec vous, parce que ça c'est très important. Partager les corvées aussi. Il faut monter à la tranchée, il faut monter au front en même temps que les autres de son équipe. Alors on va parler maintenant des carrières aussi dans le public, donc peut-être qu'on peut grouper la discussion sur la fin, je ne sais pas ce qu'en pense Hubert. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur les carrières de PU.